Donc, qu'est-ce que nous verrons aujourd'hui? Nous allons commencer par présenter ce nouveau chapitre et dernier chapitre. Nous allons voir comment on peut sélectionner les modèles. Ici, la sélection de modèles vient juste après le chapitre précédent. On a vu comment on peut développer des modèles de régression linéaire simple, régression linéaire multiple, des modèles polynomiaux. Et surtout dans le modèle polynomial, on a vu les différents degrés du polynôme et comment est-ce qu'on peut sélectionner ces différents degrés polynômes. Et c'est ce qu'on va voir principalement ici. Ensuite, on va voir le concept de l'overfitting et de underfitting, de sur-apprentissage et de sous-apprentissage, qui est très important. On va voir ça ici et on va très bien rappeler ça lorsqu'on verra dans le cours du machine learning. Et ensuite, on va faire des questions-réponses. On va présenter le lab que vous allez faire durant toute la journée de demain. On va présenter de telle sorte que durant au cours de la journée, vous puissiez commencer à travailler sur ça pour que demain, ça puisse être digeste. Et après, on va présenter le projet sur lequel nous allons travailler ensemble durant toute la semaine prochaine. Et le week-end, vous devrez être capable de faire une synthèse et présenter le projet. Donc, c'est vous qui allez présenter le projet, présenter les méthodes que vous avez utilisées, tout. En fait, mettre en pratique tout ce que vous avez appris en situation réelle parce que je vais partager le fichier projet avec vous, donc vous pouvez déjà voir et on va discuter, on va voir vos attentes que nous avons par rapport au projet. Donc, dans ce chapitre, comme on a vu, on va voir sélection des modèles, on va voir l'overfitting, underfitting, on va voir la region gris sèche et question, comment peut-on nous être certains que notre modèle marche dans le monde réel et performe de façon optimale? Ça, c'est la question qu'on doit pouvoir répondre à la fin de ce chapitre. Regardez par exemple cette fonction-ci. Cette fonction-ci, c'est une fonction yx qui est une vraie fonction. Maintenant, si à côté de cette fonction-là, nous avons des données, des échantillons de données qui sont en bleu ici, on se rend compte que la fonction qu'on va utiliser pour prédire nos données-là, on voit bien comment ça suit au niveau de ces données-là. Donc, la fonction qu'on va utiliser suit ces données-là. On voit bien cela. Maintenant, on dit ici, on a une fonction, par exemple, y de x, on ajoute ce qu'on va appeler ici le bruit. C'est-à-dire, notre fonction y de x et ce qui est à côté ici. Ce qui est à côté ici, comme vous pouvez voir ici, vous pouvez voir, on a y de x plus y de 0 plus 0,1. Ici à côté, étant donné que des points ne sont pas sur la ligne, on a y de 0,6 moins, c'est juste en bas, c'est moins 0,001. Même chose ici, même chose ici. C'est ce qu'on peut qualifier de bruit parce que ça ne suit pas, c'est pas sur la même ligne. Mais, mais, ici,
Maintenant, quand vous avez une fonction pareille, vous avez une fonction pareille comme on a vu. La vraie fonction, voici la vraie fonction, la fonction qui est en orange. Maintenant, on a nos différents points qu'on a appelés ici les data points qui sont en bleu. On a le modèle qu'on veut concevoir pour pouvoir prédire les différents points, pour prédire notre vraie fonction, sinon nos différents points. Généralement, on commence, on dit, OK, nos différents points ici, on peut utiliser un modèle linéaire. Comme le modèle c'est y égale à b0 plus b1 de x. Donc, c'est une droite linéaire. On se rend compte que la droite linéaire, c'est impossible que ça puisse faire correspondre tous nos différents data points. Pourquoi c'est impossible? Toutes les parties qui sont en rouge ici, on se rend compte que notre fonction ne peut jamais converger vers ces parties-ci, vers les points données qui sont dans ces parties-ci. Donc, on ne peut pas sélectionner le modèle linéaire ici pour nous permettre de faire correspondre tous nos différents data points. Maintenant, on dit, OK, on peut prendre un modèle polynomial d'ordre de degré 2. Le modèle polynomial de degré 2, voici ça ici. On se rend compte que lorsqu'on va tracer notre modèle polynomial de degré 2, qui est ici représenté en bleu, on va toujours se rendre compte qu'il y a certaines parties de notre modèle polynomial où l'erreur sera toujours importante. On se rend compte que l'erreur sera toujours importante. C'est-à-dire, lorsqu'on va tracer et on va calculer l'erreur, on va se rendre compte que l'erreur sera importante. Vous me suivez? C'est bon? Nous sommes ensemble? OK. On se rend compte que l'erreur sera importante. Qu'est-ce qu'on fait alors? Le modèle-ci, on peut utiliser ce modèle. Maintenant, plus on augmente le degré, plus le modèle essaye de faire correspondre les différents data points. Ici, par exemple, on a augmenté le degré jusqu'à, nous sommes arrivés à un degré 8. Au degré 8, toujours, on se rend compte qu'il y aura toujours un peu d'erreur sur notre modèle. Il y a toujours un peu d'erreur sur notre modèle. Maintenant, comme pas de modèle sélection, le but c'est quel est le degré de notre polynôme qui va minimiser l'erreur. Donc, comment écrire une fonction pour pouvoir choisir le degré qui nous permet de minimiser l'erreur entre le modèle et la vraie fonction. Donc, entre y et y chapeau. Le but, c'est de minimiser l'erreur. Donc, pour les mathématiciens, ils vont dire quel est l'argument qui minimise l'erreur entre y et y chapeau. Donc, on va chercher à déterminer cela. Vous voyez, plus on augmente jusqu'à 8 maintenant, si on augmente jusqu'à 16, c'est pour vous dire que ce n'est pas parce qu'on augmente le polynôme que le polynôme va faire correspondre nos différents points. Non, pas forcément. Parce que si vous augmentez plus, vous voyez comment votre fonction devient. Votre fonction devient vraiment, ça devient bizarre. Il y a trop d'oscillations sur notre fonction. Et on se rend compte que ça ne peut pas toujours faire correspondre. Donc, le but de la sélection du modèle, c'est de trouver le meilleur coefficient, le meilleur polynôme qui minimise l'erreur entre la fonction, entre le modèle et la vraie fonction. Donc, c'est ce que nous devons garder dans la tête par rapport à la sélection du modèle et comment on doit faire la sélection du modèle. On doit être capable de voir ça. Donc, vous voyez par exemple ici, on a l'erreur qui est caractérisée ici par le mean square error. On a l'ordre du polynôme. Maintenant, lorsqu'on effectue l'apprentissage
d'apprentissage et d'erreur. Le but, c'est de trouver quel est l'ordre du polynôme qui minimise l'erreur. Donc, ici, par exemple, on va trouver, ici, on va trouver, si on trace quelque chose qui descend comme ça, on va trouver, on va dire que l'ordre, on va trouver ici, l'erreur, c'est quelque part ici. Maintenant, l'ordre qui minimise, c'est l'ordre n qui se trouve ici. Mais, pour le polynôme, la courbe n'est pas obligée d'être toujours ainsi. On peut avoir, on peut avoir une courbe qui fait quelque chose comme ça, qui descend comme ça monte, ça descend comme ça monte. Maintenant, c'est à nous maintenant de savoir que si, lorsqu'on va calculer, on va trouver ici peut-être deux minima et on va trouver que c'est celui-ci, le point-ci, qui est le plus petit minima et on va conclure sur l'ordre P, que c'est P qui nous permet de minimiser l'erreur dans l'ordre P qui permet de minimiser l'erreur mean square error, l'erreur moyenne quadratique. C'est bon? Des questions? Des questions? Ok. Donc, vous avez ici, généralement, lorsqu'on va parler de va futur, on ta futur, va voir ça ensemble. Lorsque vous avez un échantillon de données, vous avez essayé de voir ça la semaine passée avec M. Serge et on va bien voir ça lorsqu'on va travailler sur les données. Lorsque vous avez un échantillon de données, vous divisez votre échantillon de données en données d'entraînement et données de test. Vous vous rendez compte que lorsqu'on va entraîner sur nos données d'entraînement, on se rend compte que l'erreur est vraiment petite. Maintenant qu'on va se mettre à tester le modèle sur nos données de test, on se rend compte que ça suit une droite, ça fait quelque chose de pareil. Oui, oui, docteur Kenye. Bonjour, prof. Bonjour. Prof, j'aimerais que vous reveniez un peu sur Monsieur, les règles de santé tout à l'heure. le diagramme, si. Celui-ci. Oui, après c'est tout. Ok, celui-ci. C'est celui-ci, non? Oui, oui, prof, c'est ça. Ok, ici, je disais, étant donné que si vous travaillez avec une fonction polynomiale, plus on augmente le degré, on pense que l'erreur va diminuer. Non. Plus on augmente le degré, il peut y avoir certains degrés où l'erreur est petit, certains degrés où l'erreur est grand. Maintenant, lorsqu'on a notre jeu de données, on va diviser notre jeu de données en données d'entraînement et en données d'entraînement et données de test. Maintenant, on se rend compte que la courbe d'entraînement va décroître ainsi en fonction de l'ordre, par exemple. Ça, c'est juste un exemple, par exemple. Maintenant, arrivé ici, on se rend compte que ici, c'est notre ordre n, qui minimise l'erreur, l'erreur. Donc, ici, l'erreur est plus petit, E min, et ici. Notre E min est ici. Men- Maintenant, si alors, si on se rend compte que nous avons une fonction qui est comme ça, qui descend comme ça, parce que la courbe d'entraînement peut aussi faire des zigzags comme ça, on va calculer, on va être dans une situation où, premièrement, vous allez trouver que ici, vous avez un minima, ici, vous avez un minima aussi. Maintenant, parmi les deux, voici le seul minima P. Et on va prendre l'ordre P, ici, qui est l'ordre qui minimise notre erreur.
Lorsqu'on va appliquer cela sur nos données, lorsqu'on va appliquer cela sur nos données des tests, maintenant on peut appliquer l'ordre dans N. Lorsqu'on trouve l'ordre P ou bien l'ordre N, on applique maintenant sur nos données de test. On se rend compte que lorsqu'on va appliquer, on va calculer l'erreur sur les données de test en faisant aussi varier l'ordre. On se rend compte que l'ordre varie ainsi, que nos données de test peuvent varier ainsi. Et en variant ainsi, ça nous guide en disant, puisque c'est les données de test qui sont plus importantes, ça nous guide en disant que non, c'est plutôt ici qu'on a la plus petite erreur et non ici. Maintenant, on va se retrouver dans une autre situation qu'on va introduire maintenant. Une situation qu'on va introduire maintenant, qu'on va appeler la situation là, de l'overfitting. Ça veut dire que le surapprentissage, lorsque les données du test d'entraînement apprennent bien jusqu'on voit comment l'erreur est très petite. Maintenant, on se rend compte que quand on va appliquer le modèle qu'on a appris sur les données de test, ça ne converge pas. D'accord. Ok, ok. Euh, c'est bon pour tout le monde jusqu'ici. C'est bon. Ouais. Yes, Alex. What influences a high test error than training test error? Uh, in this situation, we face with overfitting. So, is the quality of data that you use, perhaps in training tests, you don't have a lot of data. And when you train your model with few data, you can face in this kind of situation. So this is one situation in overfitting when you use uh, few few data. So it depends on data or depend also of your model. Yeah, but in a lot of cases is data. Donc vous voyez ici, lorsque vous voyez les deux descendent après l'autre monde, ça veut dire que nous sommes dans une situation de overfitting. On va voir ça ensemble. Maintenant, ici, c'est ce qu'on appelle l'erreur. Ça, c'est vraiment l'erreur qui est l'erreur quadratique moyenne qu'on a vue. Maintenant, en situation réelle, regardez par exemple, vous avez des données d'entraînement, vous avez des données de test et vous avez des fonctions prédites. La fonction prédite. Vous voyez comment notre fonction prédite évolue. Ça, c'est le prix encore. Ça, c'est un même jeu de données que nous avons. On va voir ça en simulation. Vous voyez comment la fonction prédite évolue. Et on se rend compte que cette fonction prédite ne suit pas vraiment nos données test parce que ça s'arrête. Si c'était données d'entraînement uniquement, vous voyez, ce qui est en rouge sont les données d'entraînement. Vous voyez comment ça essaye d'être quasiment au milieu des données d'entraînement, puisque nos données d'entraînement, regardez, vous voyez comment rouge s'arrête. Mais les données de test traversent jusqu'à s'arrêter ici. Donc, ça ne suit pas vraiment. Donc, nous sommes dans une situation pareille. Vous voyez, c'est pas un bon modèle. C'est-à-dire, si on teste notre modèle sur d'autres, sur les données qui ne sont pas vues par le modèle, ça ne doit pas converger. Ça va toujours diverger, diverger.
Maintenant, si vous avez compris la sélection du modèle, on va voir ce qu'on appelle ici l'overfitting et underfitting. Ici, on va voir aussi biais élevé, variance élevée. Ça, c'est le cas de ce qu'on va appeler les overfitting, biais élevé, variance élevée. Maintenant, overfitting et underfitting, quel est le principe? Quand on dit le modèle apprend trop et le modèle apprend peu. C'est ce qu'on va voir maintenant. C'est très important pour vous de connaître ces deux concepts-là lorsqu'on travaille, que ce soit dans l'analyse de données. Maintenant, dans le machine learning, on va voir ça encore de façon plus approfondie parce que c'est vraiment là-bas qu'on va appliquer sur tous les différents algorithmes de machine learning que vous pouvez connaître. L'overfitting ici signifie quoi? L'overfitting, c'est une modélisation de l'erreur qui apparaît quand la fonction est très proche. Donc, apprend donc c'est très proche à un échantillon limite des data points. C'est-à-dire, le modèle de overfitting, c'est comme si tu apprends énormément. Donc, c'est une situation qui apparaît lorsque la fonction qu'on a est encore très proche, extrêmement proche de nos différents data points d'entraînement. C'est ce qu'on appelle le surapprentissage. Donc, il a trop appris. Donc, ce résultat, c'est un résultat d'un modèle qui est assez complexe, avec un nombre excessif de points d'entraînement. Et le modèle overfit n'est pas précis parce que le modèle a effectivement des données, a appris à reconnaître uniquement les données d'entraînement. Donc, le modèle a mémorisé vraiment les données d'entraînement. Maintenant, ce qu'on va mettre, donner les données de test, le modèle ne doit plus reconnaître. Donc, lui, il a trop appris à reconnaître les données d'entraînement. Il a mémorisé vraiment toutes les positions. Donc, lorsqu'on teste le modèle sur les données qui n'ont pas été vues, UNSI value, UNSI data, sur les données qui n'ont pas été vues, là, le modèle diverge carrément, ça diverge seulement. Et là, nous avons une situation d'overfitting. Donc, en résumé, on peut dire l'overfitting, c'est lorsque le modèle apprend excessivement sur les données d'entraînement. Donc, overfitting apparaît lorsqu'on a un biais faible et une variance élevée. Et on va voir qu'est-ce que le biais, quand est-ce que nous sommes dans une situation de biais faible et de variance élevée. Ici, par exemple, pour emboîter le pas, ici, vous voyez, on a un biais. Quand on a un biais élevé, c'est lorsque ça suit comme ça. Et quand on a une variance élevée, c'est lorsque ça décale comme ça. Donc, overfitting, c'est apparaît lorsqu'on a un biais faible, une variance élevée. Maintenant, underfitting, c'est le sous-apprentissage. C'est le concret de l'overfitting. Ici, ça, c'est un modèle qui est trop simple. Si vous vous rappelez, par exemple, quand dans la sélection des modèles, si on a notre courbe qui a une forme cubique, comme tout à l'heure, cubique renversé, comme tout à l'heure, on prend une droite linéaire, y égale à x plus b, linéaire, on met sur ça. Ça, c'est un modèle trop simple. On se rend compte que ça, c'est soit Honda-fitting. Là-bas, c'est un cas typique d'Honda-fitting. Le modèle est trop simple par rapport à nos différents jeux, data points. Donc, le modèle est extrêmement simple. Ça, c'est une situation de underfitting. Lorsque le modèle est trop fait simple et ça ne peut pas faire correspondre nos différents data points. Donc, le modèle apparaît en underfitting lorsque la tendance ne reflète pas les données réelles.
Maintenant, nous sommes en onda fictive lorsqu'on a un biais élevé et une variance faible. Dans un biais élevé, on a une variance faible. Ça, c'est le cas de lorsque nous sommes en onda fictive. Donc, quand vous regardez onda fictive et over fictive, juste une question. Quelle, euh, dans quelle situation on a un modèle parfait? Lorsque le biais est comment et lorsque la variance est comment? Juste pour rappeler ici que le biais, c'est la différence entre le modèle qu'on attendait et le modèle prédit. Et la variance, c'est comment est-ce que la prédiction pour chaque point donné varie de façon différente dans la réalisation du modèle. Bon, la variance, c'est ce que vous connaissez, l'écart entre les deux, la variance. Donc, dans quelle situation nous avons un modèle qu'on peut qualifier de parfait lorsque le biais est comment et la variance est comment? C'est une question. Celui qui veut répondre lève la main, on lui donne la parole. OK, docteur Kenyé. Et je pense que nous sommes dans un cas parfait lorsque le biais est élevé, la variance est faible. Lorsque le biais Est est élevé, la variance est faible. et la variance est faible. Tout le monde est d'accord? Victoria a dit biais faible, variance élevée. Non, Victoria, le cas là, c'est un cas de overfitting. Nous sommes d'accord? Regardez ici. Situation parfaite, c'est lorsque les deux courbes-ci, la courbe violette et la courbe bleue, sont ensemble. Nous sommes dans une situation parfaite. C'est-à-dire, le biais doit être élevé et la variance doit être faible. Ça, c'est une situation parfaite. Donc, la réponse de Dr. Kenyon. C'est bon pour tout le monde. Allô? OK. Imelda, nous sommes ensemble. D'accord. Et prof, si l'inverse, si c'est plutôt le biais est faible, la variance est élevée, nous sommes dans quel cas? Je veux que vous fassiez ça et je peux schématiser la situation. Allô? Oui, j'ai écouté ta question. Regarde, tu vois, Alors, tu vois ce que je dessine. oui. Très bien. Maintenant, nous sommes dans une situation pareille. Tu as vu? Oui. Il y a une situation pareille. Le biais est faible, la variance est faible. Mhm. C'est une situation pareille et qui n'est pas une bonne situation. Les deux doivent se suivre. Donc, ici, on a, nous sommes dans un cas où on a un biais élevé. Donc, le biais est élevé, on a la variance est faible. Ici, nous savons l'onda.
Alors, désolé, perdu la connexion. C'est bon, vous m'écoutez? Oui, oui, on vous écoute. Ok, donc je disais ici, dans la figure qui est à l'extrême gauche, nous sommes dans une situation où on a fitting. On a un biais élevé, on a une variance faible. Regardez où se trouvent nos différents points, nos différents data points. Vous voyez où se trouvent nos différents data points. Or, tout doit se trouver vraiment ici au milieu, où on a tout converge. Maintenant, dans le cas où on a une variance élevée, on a une variance qui est élevée, on a un biais qui est élevé. Regardez, on se trouve dans une situation où rien ne, ça ne correspond à rien même. Donc, on dit le modèle n'est même pas valide, c'est n'est pas précis. Inaccurate n'est pas précis, rien de rien. Donc, ça ne correspond à rien. Maintenant, dans le cas où on a overfitting, vous voyez où se trouve notre modèle. Vous voyez comment la variance est, comment, où se trouve notre modèle. Le modèle est accurate, mais nous nous trouvons dans une situation de overfitting où la variance est élevée. Vous voyez la distribution des poids. La variance est élevée. Le biais est faible, la variance est élevée. Le modèle est accurate, c'est valide. Mais lorsqu'on va tester, on va se rendre compte que la variance est élevée, donc euh, ce n'est pas précis. Maintenant, dans le cas où nous sommes ici, dans le cas où nous sommes à optimal fitting, vous voyez tout, ça, il y a correspondance ici. Donc, le modèle correspond à nos différents data points. Donc, on peut revoir ça ici. On a biais, on a biais élevé, variance faible. Vous voyez, si on a le biais élevé, la variance est faible. On a le biais qui est faible, la variance est faible. On a le biais qui est faible, la variance est élevée. On a le biais qui est élevé, la variance qui est élevée. Donc ici, on a ce qu'on appelle l'erreur totale, où on peut voir la complexité de notre modèle. Maintenant, étant donné que nous travaillons dans la régression, dans la régression ici, si au final, on a ce qu'on appelle le best fit line crosses, donc on a vraiment une meilleure correspondance entre les données singulières et qui forment tout ce qu'on appelle ici notre, notre courbe complexe. Alors, le modèle est dans une situation d'overfitting. Overfitting avec une variance élevée, un biais faible, un degré de biais faible de polynôme augmente, augmente notre biais faible, augmente la correspondance du biais faible. Or, low variance est appropriée. Lorsqu'on a une variance faible, overfitting est approprié correspondre à ce qu'on appelle ici l'exactitude d'entraînement qui augmente de façon appropriée avec la décroissance appropriée de l'exactitude de la courbe test. Ça, c'est le cas de la régression.
Regardez par exemple ici, on a nos différents data points qui sont les points ici. Honda Fit, Honda Fit, nous sommes dans une situation pareille à Honda Fit. Vous voyez comment le modèle est trop simple. Honda Fit, c'est vraiment trop simple. Maintenant, regardez Overfitting. Dans Overfitting, on se rend compte que le modèle. Et maintenant, lorsque nous avons un modèle robuste, le modèle robuste, c'est le modèle que vous avez au milieu, où le modèle essaie de suivre la tendance de nos différents data points. Donc, essaie de suivre la tendance et non essaie d'être très proche de nos différents data points comme dans le cas de l'overfitting. Raison pour laquelle, généralement, lorsque on entraîne un modèle, vous avez une précision de 99%. Tout le monde a peur parce que peut-être votre modèle a trop appris à être très proche des différents points. C'est la raison pour laquelle on vous demande toujours de tester si votre modèle n'est pas dans une situation d'overfitting. Vous devez toujours tester. Maintenant, quand vous avez une précision qui est inférieure généralement à 50%, on peut dire que vous êtes dans une situation de underfitting. Votre modèle est trop simple, vraiment trop simple. Donc, c'est un peu toutes ces différentes choses que vous devez connaître. Lorsque vous travaillez, vous devez connaître ces différentes choses pour ne pas tomber dans les pièges. Quand vous avez 100%, vous êtes trop content, extrêmement content. Et après, vous voulez présenter vos résultats. On se rend compte que vos résultats, votre modèle est en train de apprendre et on ne peut pas valider votre modèle. Oui, docteur Kenyo. Merci beaucoup pour la parole. Donc, si je comprends bien, ici, là, le meilleur cas, c'est le cas numéro 2. Exactement. D'accord, merci bien. Donc, lorsque le modèle essaie de suivre la tendance des différents points. OK. Donc, vous avez ici, par exemple, on a pour dénomial fit degré 1, y égale à a is plus b, voici notre degré 1. Pour le numéral fit, on met degré 4, vous voyez comment ça donne. Maintenant, si on met degré 20, vous voyez comment ça essaie de suivre tout. Le modèle essaie d'être très proche de nos différents points. Donc, vous voyez qu'on est en situation, le premier, c'est underfitting, le modèle est trop simple. Le troisième, c'est overfitting, le modèle est trop complexe. C'est essayer d'être très proche de nos différents data points. Or, ce qui est au milieu, ça suit la tendance. Oui, docteur Connu. Mais en termes d'erreur, est-ce que le troisième modèle ne va pas mieux minimiser Si l'erreur que le deuxième? le troisième modèle, regardez l'erreur d'apprentissage, regardez, OK. c'est 0,07, donc c'est très bon. Maintenant, regardez l'erreur de Ah, le deuxième modèle généralisation. doit être fait alors. Regardez l'erreur de généralisation, Ah, 2000. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on va mettre les données maintenant des tests, le modèle va diverger. ah, OK, OK, Or, si vous OK. regardez l'erreur de généralisation dans le modèle qui est au milieu, c'est 0,17. Donc, si je comprends bien, il faut un compromis entre l'erreur et l'erreur de généralisation. L'erreur d'entraînement et l'erreur de généralisation. Oui, oui, l'erreur d'entraînement et l'erreur de test. OK, merci bien. Donc, comme on disait tantôt, voici encore overfitting, underfitting, optimal. Des tests que vous devez garder tout ça en esprit pour mieux voir comment expliquer ça plus tard. Vous devez vraiment garder ça en esprit. Overfitting, underfitting, optimal,
modèle. Oui, monsieur Poucom. Oui, bonjour, prof. Je reviens là, j'ai pas bien suivi lorsqu'on parlait de biais et variance, des situations situation parfaite, des situations de fitting et underfitting. Lorsqu'on a introduit la notion de biais et variance. OK. Ici, la variance, c'est les cas. Hein? Lorsqu'on parle de variance, c'est la différence. Ici, le biais, c'est la différence entre le modèle qu'on a prédit et le modèle qu'on attendait. Et la variance, c'est comment est-ce que la prédiction pour chaque point donné varie de façon différente avec le modèle. Pour expliquer cela, on vient encore sur la figure suivante. Ici, lorsqu'on a des données de tests qui sont en violet et entraînement qui sont en bleu, ici, le premier carré, ici, nous sommes dans une situation de biais qui est élevé. On se rend compte que le biais est élevé. Le troisième, nous sommes dans une situation de variance qui est élevée, puisqu'il y a une différence entre les deux. La variance est élevée. Donc, au début, c'est le biais qu'on va regarder. À la fin, c'est la variance qu'on va regarder. Maintenant, certaines personnes m'ont dit, situation optimale, c'est lorsqu'on a un biais élevé et une variance faible. Mais de façon optimale, lorsqu'on teste, lorsqu'on a nos données de test, au début, lorsqu'on met les données de test, au début, les données ne peuvent pas être au même niveau que les données d'entraînement. C'est-à-dire, les données peuvent commencer généralement vers le bas avant de descendre au niveau d'ici. Donc, situation optimale, d'après la littérature, quand le modèle est vraiment très optimal, c'est lorsque le biais est faible et la variance est faible aussi. C'est-à-dire, nous sommes dans une situation pareille. Nous sommes dans une situation pareille. Lorsque le biais est faible et la variance est faible. Donc, ça, c'est la situation optimale. Maintenant, dans d'autres cas, on peut avoir un biais élevé, une variance élevée. Ça donne aussi quelque chose d'intéressant. Là, on n'est pas vraiment en situation de overfitting. Ça donne quelque chose d'intéressant. Mais les deux cas-ci ne nous intéressent pas du tout. Mais la situation optimale, c'est ce que vous voyez ici en vert. Hein? Vous voyez ici l'erreur. Vous avez l'erreur ici. Lorsqu'on monte, on descend, vous avez l'erreur. Donc, la situation optimale, c'est lorsqu'on a un biais qui est, qui est faible et une variance qui est faible. Donc, la différence entre les données test et les données d'entraînement et les données de test, c'est c'est minimal. Donc, c'est à côté. Donc, c'est la situation si qu'on peut dire c'est optimal. Même comme dans d'autres cas de la situation, si on peut travailler avec. C'est bon? Oui, c'est bon. Monsieur Pocam? Oui, c'est bon. D'accord. OK, nous sommes dans la phase questions-réponses. Y a-t-il des questions? Y a-t-il encore des questions? OK, Alex ask a question in the chat. In the case of overfitting and underfitting in our model, what do we then with our data set? In the case of overfitting, when you face with overfitting, so overfitting in the case that your model generalizes too much. Your model train too much and is not generalized. This is a case of overfitting. So you need to see about your model. Your model is too complex.
So, for example, you need to check the quality of your data. Second, to change the model. If you use polynomial model, you need to change the degree of your model. Yeah, these are different things that you can try to overcome with overfitting. Now, in the case of underfitting in your model is too simple. So you need to add more, your model should be more complicated than the actual model. So if you work with polynomial model, you need to add more degree in your model. So your model is too simple. And also you need to check also the quality of your data. In the case, but it's different. So it's different things that you work with deep learning in machine learning, because in deep learning, the things that you have to add is your model to overcome overfitting is slightly different because in deep learning, you have your neural network and you should add the different layers to your neural network to avoid overfitting. But in machine learning, it's most about the model that you use. You use linear regression, multilinear regression, random forest. You check about the complexity of your model, if your model learns too much, and also you check also the quality of your model. And generally, we use a method. A method that we use is help us to see if our model overfit or underfit. The method is the K validation that we call again K-fold validation. So we check our model in different training sample to see if our model fits with overfitting or underfitting. That we call this method cross validations. Okay, Alex. Yes. Mm, it depends. I can say it depends because underfitting your models is too simple. So generally, the problem is not the data set. It's not the size of your data set. It's about your model that you use. Your model is too simple. So it's the case of overfitting that we need to add data set. Question. Question. OK. S'il n'y a plus de questions, on va passer à la présentation. Présentation Ça va. du, présentation du lab. Donc, voici le lab sur lequel vous devez travailler.
Donc, ce lab, c'est Model Evaluation and euh, Refinement. Donc, ici, nous devons construire un modèle et faire des prédictions sur le prix du véhicule. Donc, c'est le même dataset sur lequel on travaille depuis. Là, nous déterminerons la précision des différents modèles. Donc, ici, on va voir ce qu'on appelle l'évaluation des modèles qu'on a vu ensemble, le overfitting, underfitting et la sélection des modèles. Et on va voir des green search pour pouvoir voir quels sont les paramètres en green search civil. C'est dans la sélection du modèle. Donc, on parle de sélection du modèle, on va pouvoir voir quel est le coefficient le plus optimal qui nous permet de dire que notre modèle, si c'est le bon modèle, lorsqu'on parle de modèle polynomial, bien évidemment. Donc, dans ce TP, vous allez faire ça avec M. Serge. Dans ce TP, vous allez travailler avec toujours le auto CSV. Dans auto CSV, on va travailler avec, on va vous expliquer les différentes fonctions qui vont nous permettre de tracer certains paramètres. Ici, les paramètres qu'on va tracer, c'est plus par rapport à l'histogramme. Donc, on va tracer les différents histogrammes pour faire une analyse univariée et l'analyse bivariée. Maintenant, ici, dans notre jeu de données, on va récupérer le data frame price et dans X, on va supprimer la colonne price. Maintenant, on va diviser notre jeu de données en données de test et données d'entraînement. Depuis, on travaillait, on ne divisait pas. Maintenant, dans données de test ici, on va donner le pourcentage de division. On peut diviser avec 40 et 20, 70 et 30, 75 et 25. Ici, par exemple, lorsqu'on met 0,10, ça veut dire que les données de test, c'est 10%, données d'entraînement, c'est 90%. De façon optimale, on peut mettre 20 et ainsi de suite. Donc, vous devez être capable de répondre à toutes ces différentes questions, calculer vous-même. Et c'est ce que demain, quand vous allez travailler avec M. Serge, ça peut être plus digeste. Donc, calculer, travailler ensemble et ensuite, en vous basant sur ce que nous avons vu sur l'overfitting et underfitting et dans la sélection de modèles, être capable de faire ces différentes parties de overfitting. Ensuite, commencer l'overfitting, tracer la courbe et voir vous-même dans quelle situation nous sommes avec l'overfitting et tracer aussi la courbe de underfitting et voir. Répondre à ces différentes questions pour vous permettre de mieux asseoir vos connaissances dans ce domaine, c'est très, très important. Et ensuite, faire la régression, riche régression qui est une autre forme de régression. Et enfin, répondre à la question et faire la dernière partie qui est la sélection Grid CV, qui permet de sélectionner quels sont les meilleurs paramètres de notre modèle. Et répondre à la dernière question et ensuite, ça sera OK. Donc, durant la journée d'aujourd'hui, si vous avez de l'électricité et si vous avez de la lumière aussi, vous pouvez essayer de travailler sur ça d'abord seul, essayer de comprendre, noter toutes vos questions et tout, de telle sorte que demain, quand vous allez travailler avec Serge, vous allez travailler demain à 10 heures du matin, s'il vous plaît, de 10 à 13 heures avec Serge, vous devez être capable de pouvoir mieux suivre et mieux poser vos questions parce que vous avez eu toute une journée pour vous préparer pour ce lab. Parce que c'est le dernier lab ici et c'est le lab qui est vraiment un peu corsé. Donc, vous devez mieux vous préparer avant de venir demain. Euh, je vais maintenant.
On a partagé avec vous ce fichier. On a partagé avec vous ce fichier. C'est le projet sur lequel on va travailler à partir de lundi ensemble. Donc, on va former des groupes. Vous devez dire on va former des groupes. Et on va former des groupes. Vous devez travailler en binôme. En binôme. Et chaque binôme aura un tuteur qui va vous accompagner juste pour vous coacher. Et ensuite, le week-end prochain, les groupes vont venir présenter des méthodes qu'ils ont utilisées pour pouvoir répondre à la question qui a été posée. Donc, vous aurez un coach qui va vous coacher, vous guider, répondre à vos différentes questions, vous orienter. Mais le but, c'est que vous puissiez vous-même travailler sur un projet de la situation réelle d'analyse de données. Donc, ça, c'est un projet réel d'analyse de données avec des données réelles qui ont été collectées en Inde. Dans ce projet-ci, le but, c'est quoi? Le but, donc, dans ce projet, le but, c'est quoi encore? Le but, c'est de vous permettre d'appliquer tout ce que vous avez appris. Et en commençant par l'ingénierie de la donnée, parce que ça, c'est le nerf de la guerre en data science. Si vous ratez l'ingénierie de la donnée, vous avez tout raté. Donc, le but, c'est que vous puissiez faire l'ingénierie de la donnée. Évaluer est-ce que vous avez des valeurs manquantes, comment gérer vos valeurs manquantes, faire l'exploration des données, euh, l'analyse univariée, analyse bivariée, visualisation des données, évaluer la corrélation, tout et tout, et ensuite terminer avec euh, la création d'un modèle qui va permettre d'effectuer la prédiction. Et comme on a travaillé uniquement avec euh, la régression, puisque c'est un problème d'analyse de données, vous allez voir quel modèle de régression vous pouvez appliquer, linéaire, multilinéaire, polynomial, vous pouvez appliquer pour pouvoir répondre à la question posée. Et enfin, vérifier si votre modèle n'est pas dans une situation d'overfitting, bien underfitting, et faire la, calcul, a- appliquer le grid CV pour pouvoir voir est-ce que c'est possible que quels sont les IP paramètres optimales qui vous permettent de minimiser vos erreurs d'apprentissage. Donc, c'est vraiment un projet bien classe qui n'est pas facile. Vous allez travailler et vous devez être capable de faire une très bonne présentation à la fin pour présenter ce que vous avez appris. Donc, dans ce projet, ici, nous avons une ferme qui fait dans la production de nourriture en Inde. Maintenant, les fermes font face à plusieurs challenges qui sont comment utiliser les nouvelles technologies. Il y a l'agriculture moderne, il y a le climat qui est bizarre, qui est comme le climat de Yaoundé, il pleut ici, ne pleut pas là-bas. Contrainte de ressources. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est comment est-ce que nous pouvons prédire le rendement dans des cultures dans une ferme bien précise. On vous a remis ici, dans le document projet, si vous avez eu le document projet, on vous a remis euh, la projet, oui. On vous a remis, bien évidemment, vous avez les données de test, vous avez les données d'entraînement, vous avez la description des variables. Ici, la description des variables vous décrit toutes les différentes colonnes qui se trouvent dans vos données. Le test doit vous donner une idée.
Vous voyez, par exemple, dans le dataset sur lequel nous avons travaillé, qui est la prédiction du prix de la voiture, nous avons les différentes colonnes qui étaient euh, le kilométrage, diesel et autres. Mais ici, on prend la peine de décrire les différentes variables pour vous dire, si vous avez ici le district, c'est le nom du district bloc. Si vous avez crop Cortland, c'est la zone euh, de la terre qui est sous-cultivée. Cortland aussi, zone totale de la terre qui est cultivée. Vous avez toutes les différentes variables. On a décrit toutes les différentes variables. Et à la fin ici, on a la variable euh, rendement. Et c'est la variable aussi qu'on va utiliser pour pouvoir faire notre prédiction. Donc, ça, c'est notre variable cible, notre variable target. Maintenant, vous avez vos données, données d'entraînement et données de test. Donc, on a déjà séparé. Donc, c'est un peu à vous de pouvoir séparer. Donc, c'est à vous de trouver une tactique de comment les utiliser. Et n'oubliez pas que quand vous allez travailler, les mêmes techniques que vous allez appliquer sur les données ici. Donc, quand on ouvre déjà, vous voyez les différents traits. Vous voyez, il y a comment il y a des valeurs manquantes partout. Ici, valeur manquante. Vous voyez que ça sera un challenge pour vous de pouvoir être capable de répondre et de travailler avec beaucoup de données ainsi. Donc, vous avez presque 4000 variables sur lesquelles vous devez 4000 entrées lignes sur lesquelles vous devez travailler. Vous voyez, il y a beaucoup de données manquantes. Vous devez utiliser tout ce que nous avons vu ensemble pour travailler avec. Il y a plein de données manquantes, tout. Comment vous devez gérer ces données manquantes, comment vous allez travailler, comment le pourcentage des données manquantes calculé, comment vous allez remplacer les données manquantes, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et à la fin, être capable de prédire la dernière ligne ici euh, qui est la ligne du rendement. La dernière ligne, vous voyez, dans la dernière ligne, il n'y a pas de données manquantes, la ligne de rendement. Maintenant, il y a aussi beaucoup de valeurs aberrantes. Donc, vous devez nous dire, en utilisant les différents diagrammes que nous avons vus ensemble, comme ce que nous avons vu ensemble, comme qui nous permet, quel diagramme nous permet de détecter les variables aberrantes encore. Nous avons vu ça ensemble. Hmm. Vous devez être capable de voir les variables aberrantes, retirer les variables aberrantes. Donc, la chose la plus simple à faire pour vous, ça doit être normalement écrire une fonction qui va vous permettre de faire l'ingénierie de la donnée. Et la même fonction que vous appliquez sur les données tests d'entraînement doit être la même fonction que vous allez appliquer sur les données de tests avant de pouvoir tester votre modèle que vous avez appris avec votre donnée d'entraînement. Sinon, ça ne peut pas marcher. Donc, vous devez vraiment être capable de dire, prendre ce que nous avons fait ensemble, appliquer, vous avez tous les labs, vous les avez, prendre ce que nous avons fait ensemble, dire, vous serez accompagné par un tuteur qui va vous aurez des réunions, vous aurez des réunions 3 fois par semaine en fonction de votre programme et son programme, de préférable lundi, mercredi et vendredi, de telle sorte qu'à pouvoir fournir quelque chose à la fin où vous serez vraiment fier de vous. Donc, ici, je pense qu'il y a décrit tous les éléments. Ici, c'est le résultat qu'on attend. Le résultat qu'on attend doit être quelque chose de comme ça. On a le ID, on a le, le IR. Maintenant, on vous a aidé ici. On vous a aidé ici en vous donnant ce document. Donc, quand vous allez ouvrir, vous avez ce document. Ce document Jupyter
vous montre, par exemple, ici, vous avez le path de vos données, vous montre au moins, de telle sorte que vous avez au moins un petit support sur lequel vous allez regarder au moins comment on peut démarrer ce genre de projet, travailler avec. Vous avez les données d'entraînement et vous avez les données de test. Vous avez l'entête ici. Vous avez l'entête ici. Vous avez l'entête, vous avez l'entête. Maintenant, voici l'entête de soumission aussi. Maintenant, ici, vous pouvez diviser vos variables, vous travaillez avec, et variables de test. Après, vous pouvez faire la soumission, benchmark soumission. Maintenant, ici, c'est juste, ce n'est même pas une colonne vertébrale. Ici, lorsque vous visualisez vos données de test et autres, vous devez faire la description des données, décrire vos données. La description des données va vous donner les différents quantités, puisque quand vous allez tracer des box plots, sur les box plots, vous allez voir si vous avez des valeurs aberrantes ou pas. En fonction de la moyenne, vous voyez où se trouve la valeur max, la valeur min. Ça va vous guider si vous avez des valeurs aberrantes ou pas. Vous devez faire d'ingénierie de la donnée, retirer les missing values, les variables aberrantes. Maintenant, pour pouvoir retirer les variables aberrantes, vous êtes obligé de visualiser vos données. Donc, vous voyez, c'est vraiment un travail d'analyse de données. Vous êtes obligé de visualiser, voir où se trouvent vos variables qui sont vraiment éloignées de la moyenne, que vous allez prendre comme variable aberrante, écrire une fonction qui vous permet d'éliminer les variables aberrantes. Donc, à la fin, pour moi, c'est de voir comment est-ce que vous êtes capable, vous avez appliqué tout ce que vous avez appris sur un projet pareil et comment est-ce que vous êtes capable aussi de rédiger certaines fonctions en Python pour pouvoir le faire et appeler la fonction là pour pouvoir appliquer sur vos différentes données et pour pouvoir faire que ce soit l'analyse, l'ingénierie de la donnée, même pour visualisation de la donnée, ça va dépendre puisqu'on n'est pas obligé. Pour pouvoir faire aussi la création du modèle, la sélection du modèle, d'apprentissage et tout le reste. Donc, on va vous diviser en binôme. Au plus tard, demain soir, vous aurez des divisions. Plus tard, demain, à 21h, vous aurez des, les différents binômes de groupe avec l'email et le numéro de téléphone de votre binôme et de votre mentor, de telle sorte que vous pouvez déjà contacter votre binôme pour commencer à travailler avec lui et voir comment vous devez travailler ensemble sur le projet. Donc, nous avons voulu partager cela pour vous expliquer, de telle sorte que même étant seul, vous pouvez déjà vous lancer dans les lectures, vous faites déjà quelque chose. Étant donné que le temps est court, c'est une semaine, pour travailler sur ça. Une semaine pour travailler sur ça. Des questions? Je vous écoute. Le projet est dur, c'est facile, c'est moyen, ou bien, allô? Nous sommes toujours ensemble. Oui, oui, nous sommes là. Ok, je vous écoute alors. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, pour moi, ça c'est une belle expérience, quoi. D'accord, Surtout que vous avez donné un coach à chaque sous-groupe. Donc, je pense que c'est à nous de faire le reste du travail. exactement, exactement. Alex, Oukam, Fernandez, Imelda. Oui, prof, je pense que ça va vraiment nous permettre de mieux assimiler
tout ce qu'on a fait depuis le premier module qui était l'introduction à l'analyse de données jusqu'à là où nous sommes. Ça va vraiment nous permettre d'assimiler toutes ces leçons-là jusqu'ici. Donc, pour moi, c'est quelque chose, c'est vrai, je ne peux pas encore dire si c'est dû ou bien c'est pas dû, mais quand je vois le volume du travail est grand. Donc, on va seulement faire avec. Merci. Ok. Oui, oui, prof, j'ai vu certains libérés avec Python. C'est quoi ça? Allô? 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 Allô, il n'est pas... Allô? Oui, il n'est pas compris. Oui, Il j'ai dit n'est que pas... j'ai vu il certains n'est pas... libérés avec Python. Ah, ok. J'ai vu certains librairies avec Python. J'aimerais savoir ce que c'est. Ok, Python. Ah, je pense que ce n'était pas dans le projet. C'était pas dans le projet, c'était dans le lab. Ah, ok. Non, Python, c'est, bon, ce qu'on dit souvent, c'est une API qui, qui contient des outils d'affichage en Python qui vous permet de mieux afficher certaines courbes en Python. Donc, ce n'est pas forcé doit utiliser toujours cette librairie-là pour faire l'affichage, mais on peut souvent les utiliser pour faire certains affichages. Donc, dans IPython, on va utiliser, pour pouvoir afficher, on va utiliser ici le display, ça va pouvoir afficher. Or, pas comme dans d'autres, nous sommes obligés d'utiliser telle chose. Même pour pouvoir chercher un lien dans le document, dans le document Jupyter, on peut utiliser la librairie IPython. Certaines gadgets, on peut utiliser la librairie IPython donc, pour pouvoir interagir. Donc, c'est pour ça qu'on dit from IPython display. Display, c'est pour pouvoir appliquer directement display, travailler avec, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu obligé qu'on puisse travailler avec. Vous voyez ici, tout ici, on n'a pas utilisé cette librairie ici. Donc, toutes ces librairies ici, on n'a pas utilisé dans la suite. On a juste utilisé nos librairies que vous connaissez pour pouvoir faire l'affichage, qui est la librairie Jupyter, la librairie Seaborn, la librairie Matplotlib qu'on a utilisé ici pour faire l'affichage. Et non les librairies ici. Donc, tout va dépendre, tout dépend du projet. Mais dans le lab, si on n'a pas utilisé la librairie Python pour faire l'affichage. Donc, c'est une librairie très extraordinaire. D'accord, Même d'accord. si vous avez une vidéo, vous pouvez afficher la vidéo avec display. Si vous avez une photo, vous mettez display. Si vous avez un lien, un fichier, vous pouvez afficher. Et vous avez une vidéo que vous voulez lire dans Python, vous pouvez préciser dans la vidéo, vous voulez commencer à lire à quelle minute et vous arrêtez à telle autre minute. Donc, c'est un peu ça. Mais dans cette option, on n'a pas utilisé ça. Et Myrène, welcome. Désolé, on t'a réveillé. Allô, Myrène. Allô, Myrène.
pas avec nous. Question? Autre question? Je vous écoute. Autre question? Bon, ce que j'aimerais encore que, bonjour, ce que j'aimerais encore que, à la fin, peut-être, de ce cours puisse aussi nous donner plusieurs autres projets qu'on pourra faire nous-mêmes, quoi. D'accord, bien sûr. Ok. Bien sûr, je vais, bien sûr, il y a plein de projets en analyse de données, donc on va pouvoir vous partager ces projets avec vous. Et aussi, quand partager avec vous, parce qu'on ne doit pas s'arrêter là, c'est un peu à la fin du cours, on va couper contact, partager avec vous. Quand vous aurez des problèmes, vous pouvez nous écrire, on peut faire une réunion de 30 minutes, d'une heure ensemble, que ce soit de façon individuelle ou pas. D'accord, merci bien. Et s'il vous plaît, la session de machine learning commence quand? Ça va commencer une semaine après la fin de ce cours, une semaine au maximum, 2 semaines après la fin de ce cours. D'accord. Donc, comme ce cours finit le 24, ça va commencer soit, ça commence, je pense, le 7 octobre. D'accord. Oui, s'il vous plaît, par rapport aux formations à venir, c'est vrai que dans le sondage, j'ai proposé, si possible, qu'on essaye de revoir les heures. Bon, en fonction de ce que les autres participants auront proposé comme heure, Mhm. mais qu'on essaye de proposer une tranche d'heure. Bon, pour moi, généralement, c'est plus bien en soirée ou toi en matinée comme ceci. C'est-à-dire peut-être vers 18h, 20h, on peut faire la formation ou alors tout le matin comme ça. Mais tout le matin aussi, en semaine, c'est pas évident. Tout le matin, en week-end, oui. Ou alors en soirée, en semaine, vers 18h, 20h. C'est ce que je voulais suggérer pour les prochaines formations. Bon, bref, on pourra peut-être faire un sondage en fonction des heures des autres. On fait une moyenne, on voit le qu'on peut choisir. D'accord, d'accord, ça marche, ça marche. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord. Ah, ok, 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 Fernandez, ta préoccupation par rapport là, désolé, le sommeil me dérangeait. Python, en HTML.
Euh, est-ce que hier tu as installé IPython? Est-ce que hier tu as installé IPython? Hein? Allô? Il ne t'écoute pas bien. Allô? Tu peux écrire. Si possible, tu peux écrire. Allô? Ok. Ok, non, tu l'as installé. Utilise la commande ici. Tu installes IPython. IPython va venir avec toutes les fonctions là. Ça va venir avec toutes les fonctions là. Et je pense que ça va marcher maintenant. Autre question? Ok, n'oubliez pas que demain, vous allez travailler avec Monsieur Serge et vous allez recevoir des liens pour la réunion de demain à 10 heures du Cameroun. Donc, n'oubliez pas. Et s'il vous plaît, de grâce, commencez aujourd'hui à travailler sur le lab 5. De telle sorte que demain, ça sera évident avec vous. Et si vous finissez avec le lab 5, vous commencez à réfléchir sur le projet. Comme ça, demain, avec Monsieur Serge, vous commencez à poser des questions même sur le projet. Et demain soir, avant 21h, on va vous partager les groupes de projets avec les noms des tuteurs et les noms de tuteurs, leurs adresses email et numéros, de telle sorte que vous puissiez communiquer avec eux. Ok, s'il n'y a plus de questions, bon samedi à tous et bon travail aussi à tous. Merci, bon samedi, prof. Merci.